Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marché et Stratégie. Aujourd'hui, on vous propose de parler d'un secteur qui a connu beaucoup d'actualité pendant les 12 à 18 derniers mois et un secteur surtout qui a connu des performances exceptionnelles à la Bourse de Casablanca. Rendez-vous compte, on est passé d'une capitalisation boursière d'à peu près, j'ai les chiffres, 3,6 milliards de dirhams au premier trimestre de l'année dernière à plus de 13 milliards de dirhams de capitalisation au terme de ce trimestre. Y a-t-il encore du potentiel? Comment réagir par rapport aux performances des valeurs du secteur immobilier? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui avec mes invités qui ont bien accepté de participer au débat. Alors je commence par vous, Ahmed Roche, vous êtes responsable de la recherche chez Valoris Securities. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Avec plaisir. Et puis Abdelrazak Mgharaoui de Serval Asset Management. Bonjour Abdelrazak. Bonjour Adil. Bonjour Ahmed. On va passer en revue donc les perspectives de ce secteur immobilier en première partie de l'émission et puis en deuxième partie, on va regarder au terme de ce premier trimestre qui a connu une belle performance boursière sur le marché de manière générale. Est-ce qu'il y a encore des secteurs avec du potentiel? Allons-y, on va démarrer par l'immobilier. On le disait en introduction, Si Ahmed, de belles performances, 300% de hausse pour le secteur en 2 ans. Lorsqu'on commence à avoir ce type de superlatif, généralement, ce qu'il est un peu trop tard peut-être pour venir sur le marché. Est-ce que c'est le cas pour le secteur immobilier selon vous? Est-ce que les valorisations qu'on a atteintes aujourd'hui sont des valorisations qui vous semblent encore justifiées et qui peuvent encore s'améliorer? Alors, premièrement, c'est vrai que si on se base sur l'évolution récente du cours des valeurs immobilières, on est sur une hausse vertigineuse. Mais si on prend presque 4 ans, 5 ans, on constate que le secteur immobilier est un peu en retard par rapport aux autres secteurs. C'est parmi les secteurs qui n'a récupéré la chute Covid que sur la dernière moitié de 2023. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus une récupération qu'une vraie envolée. Mais ça reste qu'il y a des éléments qui ont motivé cette hausse, notamment le programme du gouvernement d'aide au logement, etc., qui a boosté l'intérêt pour cette valeur et que, bon, il y a plusieurs valeurs qui ont vécu une phase de désendettement et tout un cycle de redressement qui, à la fin, coïncide avec ce contexte. Donc, c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir de l'intérêt dessus. La grande question que vous avez soulevée, est-ce qu'on est sur des niveaux de valorisation ou pas? Est-ce qu'on est dans un niveau de survalorisation ou pas? Alors, je peux dire que, bon, a priori, si on se base par exemple que sur le PE, sur le PE par exemple 2024, on est sur un PE sectoriel aux alentours de 23. 2024, d'accord? Ça, c'est plus ou moins supérieur au PE de marché. Effectivement, on peut se poser la question. Mais il faudra aussi prendre en considération le fait que le potentiel de croissance est différent des autres secteurs. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir un niveau de valorisation qui est décalé par rapport aux autres. Mais j'aimerais juste mettre en relief par rapport à un point, c'est que au-delà du PE qui est utilisé par le marché, il y a d'autres facteurs, il y a d'autres mesures pour mesurer le niveau de valorisation. Oui. Mais on a fait juste un petit exercice. Alors, si on va retourner avant 2015, avant les premières crises du secteur immobilier, on était sur un multiple de PB entre 1,1 et 1,5. Alors, le PB, rapidement rappelé aux auditeurs, le price to book. C'est multiple de fonds propres. C'est un multiple de fonds propres. On était sur un multiple de 1,1 à 1,5. Bon, 1,1 à 1,5, ça veut dire qu'on est prêt à acheter, à payer une prime sur les fonds propres d'une boîte. D'accord? Alors actuellement, on est sur du 0,85, ça veut dire que le niveau de valorisation est en dessous du niveau des fonds propres. D'accord. Académiquement, d'un point de vue académique, oui. Lorsque vous avez un PE qui est inférieur à 1, ça veut dire que, soit vous anticipez des pertes donc, qui vont impacter les fonds propres et donc par anticipation, vous ne voulez pas oser sur cette valeur, soit vous avez des doutes par rapport à la qualité de l'actif et donc du coup ça va impacter la vraie valeur de l'actif et donc in fine les fonds propres. D'accord. Je comprends. Donc, si on veut projeter ça sur le secteur immobilier, ça veut dire que bon, il y a encore des gens qui sont plus ou moins sceptiques par rapport au bilan des immobilières, notamment sur la partie stock, d'accord, sur la partie notamment terrain, etc. Et donc, ça explique plus ou moins cette peur à l'égard du secteur immobilier pour l'instant. Et avec le même raisonnement, alors si on arrive
à dissiper ces craintes, notamment par rapport à la qualité de l'actif, surtout sur la partie stock, si on arrive à avoir des sociétés immobilières qui puissent générer une rentabilité des fonds propres qui est plus ou moins saine et durable sur les prochaines années, en tenant en considération le contexte qui est plus ou moins favorable, parce que bon, il faudra aussi souligner le fait qu'on est sur un programme d'aide on est sur du 52 000 demandes annoncées par le gouvernement. 3/4, c'est pour des logements à moins de 300 000. Donc c'est beaucoup. Il y a une offre qui est là. Si le secteur et les opérateurs parviennent à capitaliser là-dessus, tout en capitalisant aussi sur l'assainissement qu'ils ont opéré sur leur bilan, il n'y a pas de raison pour que ces valeurs ne puissent pas atteindre un PB de 1 et donc de revenir à ces niveaux normatifs qui étaient pour le secteur avant 2015. Très bien, je vois votre raisonnement très passionnant. Alors, et ce que vous nous dites finalement, c'est que si on revient à des niveaux de PB plus normatifs, bien le potentiel sur le marché est encore là. Alors Abdelrazak, on le sait, les valeurs immobilières, ce sont des histoires différentes, bien qu'elles opèrent dans le même secteur. Vous avez eu l'occasion de les commenter rapidement il y a quelques semaines, mais là on va essayer de creuser un peu plus avec vous. Si on prend ces valeurs titre par titre, par exemple on prend la première capitalisation du secteur, Toha, selon vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son niveau de valorisation actuel, son potentiel? Adi, si tu permets, avant de répondre sur Toha, je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit un peu par Ahmed. Globalement, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, donc c'est intéressant de donner un peu plus de contexte à cette performance exceptionnelle du secteur. Donc, comme je l'ai signalé peut-être lors de mon première apparition avec toi, Adil, le secteur, il faut revenir à 2010. Parce qu'en 2010, on a eu ce nouveau programme qui a vraiment boosté le secteur, c'est le fameux programme à logement social à 250 000 dirhams. Cet engouement, ça a duré 2-3 ans et puis a commencé un long cycle baissier très compliqué pour ces entreprises immobilières, mais aussi pour le marché boursier. Et donc, effectivement, comme ça a dit Ahmed, en fait, cette hausse, il faut la mettre dans son contexte parce qu'elle vient après une longue chute de ces valeurs immobilières. On est juste en train de récupérer. Voilà, en fait, ils étaient pénalisés. D'accord. On va dire, ils étaient pénalisés. Peut-être que le marché les a trop pénalisés à certains moments. De leur côté, eux, ils ont travaillé sur leur bilan, ils ont travaillé en termes d'assainissement, en termes d'endettement, en termes de déstockage. Donc, ils ont fait tout ce travail-là. Avec le Covid aussi, ils ont été forcés de encore accélérer ce travail d'assainissement. Et là, le gouvernement aussi, entre-temps, il a changé un peu de manière de soutenir le secteur immobilier parce que ça reste quand même un secteur qui est au cœur de l'économie marocaine et de rôle social de l'État. Donc l'État ne peut pas complètement se désengager de ce secteur. Donc le gouvernement a entrepris ce nouveau programme que je trouve très très intéressant. Dans la mesure où il donne aujourd'hui l'aide directement à l'acquéreur. Donc ça dynamise un peu la demande et c'est une aide indirectement pour les promoteurs. Et on le voit, aujourd'hui il y a un optimisme, comme on a dit, il y a un engouement sur ce programme. Et donc voilà. Et l'autre élément que je voudrais ajouter, c'est que durant tout ce cycle baissier long, en fait, c'était accompagné par un désengagement massif de la part des investisseurs, surtout institutionnels et OPCVM. Et aujourd'hui, on est en train de connaître un peu l'inverse de cette tendance. C'est parce que cet élément de positionnement des investisseurs sur le secteur, je pense qu'il est clé pour expliquer la reprise fulgurante de ce secteur-là. Ce n'est plus un secteur spéculatif comme ça l'a été à un moment. C'est progressivement, il est en train de reprendre sa place, on va dire, au niveau du marché, et il est reprendre la confiance des investisseurs clés, notamment les OPCVM et peut-être certains institutionnels. Et donc, on va dire, ce changement de position un peu rapide, c'est ça qui explique un peu le décalage et accompagné bien sûr par le redressement, par la visibilité sur le secteur et sur les valeurs. Mais est-ce que ce n'est pas maintenant cher payé d'acheter à ces niveaux-là Alors oui, Adil, pour répondre à cette question, on ne peut pas répondre, je propose de ne pas répondre sur le secteur dans sa globalité, mais il faut
à mon avis, aller valeur par valeur. Ok. Donc je pense que les situations ils sont un peu différenciées. Sur Doha, par exemple, quel est votre avis? Sur Doha, il a fait un parcours. En fait, les trois, ils ont fait un parcours exceptionnel, comme tu l'as signalé. Les performances sont de l'ordre de 250% à 300%. Ouais. Donc ça a multiplié par 3, par 4 depuis leur plus bas, qui ne remonte pas à longtemps. Et donc sur Doha, bien sûr, il a fait un long chemin, on va dire, d'un plus bas autour de 5,50 à 22 dirhams. C'est vrai que la visibilité aussi elle est en amélioration sur la valeur. On a eu récemment, par exemple, ce fameux projet sur Wajda qui donne plus de confiance aux investisseurs et plus de visibilité pour la valeur. Mais quand même, aujourd'hui, à 22 dirhams, même si on se projette sur certains on va dire, scénarios optimistes pour 2024 ou même pour 2025, je donne un exemple, si on projette un résultat de 400 millions de dirhams, qui reste quand même un résultat optimiste pour cette valeur, elle va quand même traiter à un niveau de PE qui est de 22. Donc je dirais que sur cette valeur spécifiquement, à court terme, je reviens à une position un peu plus neutre. Un peu plus neutre. Sachant qu'on l'a entendu peut-être au début, si on applique un price to book, on serait encore avec du potentiel, mais en termes de PE, ce n'est pas le cas. Oui, mais en termes de price to book, il me semble que Doha s'approche de 1 déjà. Donc là, il faut qu'elle confirme en termes de profitabilité future. Donc je ne dis pas qu'il y a le potentiel à moyen terme, il y est toujours. Donc mais je dis à 2024-2025, même si on projette un résultat relativement, voilà, je pense qu'en globalement c'est intégré. Donc on revient à une position un peu plus neutre à titre personnel. Alors Alliance. Alors pour Alliance, comme j'ai dit, c'est là où on a plus de visibilité. Depuis l'annonce du business plan, il y a un respect parfait de ce business plan. La valeur, elle gagne aussi la confiance du marché progressivement, mais aussi elle a fait un bon parcours. Aujourd'hui, elle traite à un niveau de valorisation qui reste correct, mais aussi avec un potentiel important en termes de désendettement, en termes d'évolution du bénéfice, mais peut-être un retour potentiel aux dividendes. Alors on parle, ils n'ont pas encore publié le résultat, on va l'attendre. Bien sûr, on va attendre avec impatience le résultat qui va sortir incessamment. Et donc ce n'est pas exclu un petit dividende. Mais si ce n'est pas cette année, ce n'est pas grave. Je pense que les gens sur Alliance n'accordent pas beaucoup d'importance aux dividendes, mais plutôt à la croissance du titre. Mais c'est sûr que les dividendes vont venir, on va dire, en cours des prochains exercices, et donc ça va donner de potentiel supplémentaire à la valeur Alliance. Très bien, vous avez bien fait de le signaler. On tourne cette vidéo avant la publication des résultats des 3 entreprises, donc on ne tient pas compte du bottom line de 2023. Alors, il nous reste un titre. RDS, là aussi, qu'est-ce que vous en pensez? RDS, c'est un cas spécifique. Je juste rappelle que, on va dire, notre analyse, notre point de vue, il se fait purement d'un point de vue boursier et d'un point de vue risque, mais aussi rendement. Okay. Donc, on n'est pas en train de juger là la solidité de telle ou telle boîte dans l'absolu ou sa solvabilité. D'accord. Donc, moi, je parle d'un point de vue purement boursier, purement potentiel boursier. Très bien. Et voilà, une fois ceci dit, je peux te dire que sur RDS, c'est là où je vois le potentiel le plus intéressant en termes de risque et de rendement à moyen terme. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme Ahmed l'a dit, en termes de price to book, c'est celle qui a encore plus de décote. Je rappelle que quand elle était au plus bas, vers 12 ou 10 dirhams, a traité à un niveau ridiculement bas de 8% des fonds propres. Donc c'était vraiment trop pénalisé pour cette valeur. Là, elle a repris quand même aussi grâce à la visibilité sur le secteur, mais aussi grâce aux annonces qui ont été faites par le management, malgré les difficultés qu'ils ont encore en termes avec les créanciers, les discussions en cours. Mais moi, je suis optimiste à moyen terme sur ce titre-là, parce que tout simplement il y a une réserve foncière, il y a un contexte favorable, et ça va permettre de satisfaire les créanciers pour pouvoir se concentrer sur le développement
de l'activité de RDS. Donc à ce cours-là, c'est là où je vois le potentiel le plus important à moyen terme. Merci pour ce tour d'horizon. Je ne sais pas si Ahmed, est-ce que vous avez un autre élément peut-être d'analyse? Non, j'aimerais juste ajouter que bon, c'est vrai que vous avez 3 valeurs immobilières, mais au-delà que c'est des valeurs immobilières, chacune se positionne sur des niches plus ou moins différentes des autres. Bon, Allianz, Doha et RDS ne se positionnent pas de la même manière sur plusieurs niches. Et les 3 valeurs n'ont pas le même niveau actuel de désendettement ou positionnement sur le cycle de désendettement. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une différenciation en termes de prise de risque par valeur. Donc, ce qui explique que sur une valeur qui a déjà fait son cycle de désendettement, qui est plus ou moins saine, restructure, etc., qu'il y a plus de prise de risque qu'une autre. Donc c'est ce que j'aimerais... Il y a des retards à l'intérieur même du secteur. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Et ça pourrait donner lieu à terme à des arbitrages. À des arbitrages, voilà, entre valeurs. Mais ça nécessite déjà qu'il puisse y avoir une confirmation de la part de chaque valeur pour qu'il puisse y avoir cet arbitrage. Alors, ce qui explique par exemple le décalage par exemple, en termes de price to book, par exemple, entre Doha, Allianz et même RDS, dans les cas. Voilà. Très bien. Merci messieurs pour ce tour d'horizon, c'est vraiment très instructif et on ne manquera pas de commenter avec vous si vous le voulez bien les résultats lorsqu'ils vont tomber et peut-être revenir là-dessus. Alors en deuxième partie d'émission, je voulais vous questionner rapidement sur les secteurs qui restent porteurs sur le marché. Donc on a parlé de l'immobilier, il faut savoir qu'on a connu un très bon premier trimestre à la Bourse de Casablanca. Je pense que l'intégralité des secteurs, sauf peut-être 1 ou 2, ont connu des performances positives. Donc c'est une bonne chose. Est-ce que pour vous, pour le reste de l'année, il y a des secteurs qui restent avec du potentiel? Et si oui, si vous pouviez nous donner peut-être 1 ou 2 exemples de secteurs qui vous semblent encore intéressants. D'accord. Bon, premièrement, c'est tout à fait normal de voir un intérêt bien particulier pour le secteur, pour l'equity, ce qui est tout à fait normal parce que vous avez déjà des baisses de taux. Vous avez une série d'événements positifs qui devraient normalement insuffler une dynamique sur la croissance économique, notamment la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, etc. Donc ça catalyse un peu l'intérêt pour des actions, pour des secteurs, etc. Alors, vous avez un comportement qui est tout à fait normal de voir un flux d'argent sur l'equity, et ensuite il va y avoir de l'arbitrage. Après, vous avez tout à fait une correction, puis un arbitrage. Alors, durant cet arbitrage, il va y avoir des valeurs ou des secteurs qui vont bénéficier plus que d'autres. Tout à fait normal, surtout des secteurs qui sont vraiment adossés à ce que va apporter ces 2 événements, notamment par exemple BTP, tourisme, transport. C'est des secteurs qui vont bénéficier de ça. Bon, on a fait une petite étude récemment, par exemple pour le secteur touristique, pour voir plus ou moins quel est cet impact de la Coupe du Monde, par exemple, sur l'économie. Bon, en se basant sur une petite simulation, en se basant aussi sur une étude qui a été faite sur la Coupe du Monde au Qatar 2022, alors l'impact théorique sur l'économie sera aux alentours de 0,6%, voire même 0,9%, 1% du PIB. Bon, ça, c'est un impact direct si jamais le Maroc parvient à collecter, par exemple, à organiser un tiers des matchs. Ça reste juste une estimation plus ou moins forfaitaire en se basant sur ce qui a été fait. Ça veut dire qu'il va y avoir un impact sur le secteur, directement touristique, en plus des secteurs qui tournent sur ça, voire la préparation d'infrastructures qui va avec, le télécom, voire même logistique. C'est beaucoup de choses qui vont bénéficier. C'est pour ça que je dis, il va y avoir de l'arbitrage. Ce sera peut-être en faveur de quelques secteurs, notamment par exemple tourisme. Ok. Donc secteur tourisme à surveiller encore avec cette thématique Coupe du Monde. Pour vous, Abdelrazak, quels sont les secteurs qui sont encore porteurs? Le secteur que je citerai, pour encore, à part le secteur de l'immobilier dont on a parlé longuement, pour moi c'est encore une fois le secteur bancaire qui reste au cœur de tout ce qu'on a dit, mais aussi il profite de l'amélioration de la profitabilité de l'ensemble des banques qu'on a vu en 2023, des progressions assez intéressantes et dans la majorité des cas à 2 chiffres, voire même à 20%. Je pense que 2024 ça va être une année de continuité dans la même tendance pour ce secteur. L'amélioration de la profitabilité aujourd'hui, c'est le plus gros contributeur en termes de profitabilité dans le MASI. Et sinon, il y a le secteur de la construction
Je ne vais pas dire le BTP en général, parce que les cimenteries, je suis plutôt neutre, mais je vais dire plutôt les secteurs de la construction, notamment les trios de TGCC, Jet Contractors et Delta Holding. Ce trio-là, donc je pense que c'est parmi les valeurs à regarder de près en 2024. Très bien. Alors, quand vous nous expliquez pourquoi il y a de l'intérêt sur l'equity, vous avez également évoqué les taux. J'ai remarqué que durant le mois de mars, les taux étaient plutôt calmes. On n'a pas eu de nouvelles baisses sur le marché obligataire. Pour vous, est-ce qu'il y a encore du potentiel sur ce compartiment-là, de ce levier-là, Abdelrazak? Oui, parce que ça a été confirmé, on va dire, par la dernière adju. Je viens de voir les résultats tout à l'heure. Très bien. Et on a vu que le 30 ans a baissé de 26 points de base. Très bien. Imaginez, le 30 ans a baissé de 26 points de base, ça fait beaucoup de performance pour les fonds OMLT. Donc ça confirme qu'il y a encore du potentiel, peut-être un peu plus sur la partie moyenne et longue, suite notamment aux chiffres très bas qu'on a eu sur l'inflation. Donc je pense que ça va donner la confiance aux investisseurs sur le comportement obligataire. Mais aussi en attendant, on va dire, sur la partie courte, il faut attendre la politique monétaire aussi bien à l'international, mais surtout au Maroc. Donc l'agent taux continue également de driver le marché. Voilà, donc il y a encore de l'upside potentiel sur le MASI qui est lié au taux, je pense. On ne l'a pas encore consommé. On ne l'a pas encore consommé, on va le voir, je dirais, vers la fin d'année, vers la deuxième moitié de l'année. Très bien. Ben écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour ce tour d'horizon. Ahmed Roche, je rappelle que vous êtes responsable de la recherche chez Valoris Securities et Abdelrazak Maraoui de Serval Asset Management. Merci, messieurs. Merci, à bientôt. Merci.